On est dans le club Radio Scoop, dans une config pas comme d'habitude sur Radio Scoop. Je suis très content de recevoir Bob Sinclair et DJ Yellow pour les 30 ans de leur label Yellow Productions. Comment ça va Ça va super. On est au top. Comment je dois vous appeler? Parce qu'en fait, je sais pas à qui j'ai affaire. Moi, tu m'appelles Monseigneur, moi déjà. Okay. Et lui, tu peux l'appeler, je sais pas. Mon chinois. Je dois vous appeler Chris. Non, tu m'appelles Bob, parce que les gens. Bob, okay, moi, mon nom, c'est Christophe. Ouais, okay. Moi, tu peux m'appeler Alain. Ça change pas grand chose. Lui est resté humble. Ouais, moi, je suis resté humble. Alors non, je suis resté humble, mais par contre, on a imposé les couleurs du Vietnam. T'as vu, jaune et rouge. Au jaune et rouge, c'est quand même la couleur du Vietnam. C'est vrai que sur le livre, t'as eu ton mot à dire sur la couleur du livre? Ah, un peu quand même. Ouais. Non, mais DJ Yellow, bon. Ouais. La couverture a toujours tourné vers lui. Hein. C'est DJ Yellow, tiens, on va prendre mon nom pour faire le label, ça va être bien. Bon, on est. Ah, c'est vrai que j'avoue qu'il y a une question comme ça. Pourquoi Yellow alors que pourquoi pas l'appeler on en avait discuté la dernière fois. En fait, c'est très simple. C'est tout simplement qu'à l'époque, donc je remets ça sur 92, 93, 94, quand on a commencé à y penser à toutes ces choses-là. Et quand il a fallu commencer à mettre une identité, j'avais un tout petit chouïa plus de notoriété que Chris à l'époque. Et Yellow, on s'était dit le soleil, ma couleur, voilà, la musique chaude. On a fait un petit Blueby-Boulga de tout ça. Il y avait aussi un petit côté Blue Note aussi. Oui, bien sûr. Parce alors lui, il collectionnait le jazz. Et on s'est dit, ça fait chic de faire, tu vois, Blue Note, bleu, pour ceux qui parlent pas anglais, blue. Et nous, Yellow Note, Yellow Production, tu vois. Il y avait un petit côté un peu comme ça. Ouais, on était des gros, enfin surtout moi, un gros féru de jazz. Avec Christophe, on aimait aussi, enfin avec Bob, on aimait aussi tout le visuel de tu connais ce label Blue Note bien sûr, bien sûr. Jazz, donc il y avait toute une et en fait on s'est inspiré beaucoup de ce label et du coup Blue Note, on s'est dit Yellow, je m'appelais déjà DJ Yellow, on s'est dit tiens on va faire ça comme ça, mais ça n'a pas été une grosse réflexion non plus, hein. Vous venez défendre ce livre, ce bouquin que je montre à l'image parce que on est en train d'enregistrer. Extrêmement fiers, vraiment. Exactement. Avant de décrire un petit peu ce bouquin, moi j'ai envie de le décrire en chiffres. Tu as dit dans une interview que c'était un bébé. C'est vrai que vous avez accouché d'un bébé de 3 kilos. C'est un gros bébé. Moi je suis venu jusqu'à la Fnac Bellecour en le portant. C'est vrai que j'ai eu l'impression de porter mon fils. 2,5 kg, j'ai vu, tu avais dit 3 kg. Ouais, presque 3 kg. Avec les vinyles collector, ça fait 3 kg. Ouais, et surtout tu as 330 pages d'histoire. Exactement. Ouais, ce que c'est pas seulement notre vie, notre œuvre, c'est 30 pages d'histoire de la French, 330 pages de l'histoire de la French Touch. Ouais. On parle de tout le monde parce qu'il y a beaucoup de situations politiques, de nos inspirations, de l'environnement de l'époque. Parce qu'aujourd'hui tout ça paraît assez évident, mais en 92, 93, 94, il n'y avait pas d'internet, pas de téléphone portable, enfin tout ça n'existait pas et on était obligé de sortir de chez nous pour aller chercher l'information. Et surtout le DJ n'avait pas aussi le statut d'artiste qu'il a aujourd'hui. Tout le monde sait ce que c'est qu'un DJ, mais moi quand j'ai dit à ma mère en 93 je veux devenir DJ, de toute façon, il y a deux choses qui existaient. Faire un BTS d'abord et après. J'avais fait un BTS déjà. Il y avait deux choses qui n'existaient pas dans l'esprit des gens. C'est un label de disques indépendant et surtout le métier de DJ, ça n'existait pas. Il y avait 2-3 mecs qui faisaient du Mais voilà. À cette époque-là, vous étiez plus en mode production de musique ou DJ, ou les deux? Lui a été résident chez Roger Bois de Funk, une boîte qui passait du rap et de la soul. Moi, j'ai essayé de faire quelques soirées, je cherchais du taf, je cherchais du boulot parce qu'il fallait gagner un peu de sous. Parce que aujourd'hui, les gens gueulent quand ils passent de 10 à 12 euros par mois sur Spotify, mais à l'époque, c'était 12 euros pour un disque, 45 tours pour un titre. Donc il fallait en acheter une centaine, tu vois, 100, 150 pour faire une soirée complète. Donc il a fallu aller faire des petits boulots. C'est ce que tu as fait, faire des petits boulots pour aller te payer ces 45 pour me payer mes disques, mais tu sais pas où ça va à ce moment-là. Tu te dis pas, tiens, il y a un exemple de quelqu'un qui fait une carrière en tant que DJ. Donc faut y croire. Vous avez fait ce livre pour rien oublier ou pour la génération future? Alors je pense que la première raison, c'est on a deux vies différentes aujourd'hui, vraiment. Lui, c'est devenu une pop star. On a beaucoup de mal à se voir alors qu'on habite la même ville. Donc la première chose, c'était déjà de refaire des choses ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que d'un point de vue purement historique, jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, on ne prenait pas notre part à tout ça. On était un peu comme ça, ouais, bon, ok, on a fait partie, mais on n'est pas vraiment... Aujourd'hui, on se trouve totalement légitime de pouvoir faire cet objet parce que, premièrement, on est pratiquement le premier, si ce n'est le premier label français
indépendant. De musique électronique. De musique électronique. Et puis à la fin, finalement, on a toujours fait des objets. Nous, on a fait des expos de peinture. On n'était pas qu'un label de disques. On a fait plein de petites choses autour de ça. Et puis avec Chris, quand on s'est dit tiens, enfin c'est surtout Chris qui a eu l'idée. Il m'a dit tiens, qu'est-ce que tu penses si on faisait ça? J'ai dit bah vas-y, hein, on y va. C'est un bel objet. L'idée, elle est venue il y a combien? Non, ça fait plus d'un an qu'on a l'idée. Et c'est vrai que sur tes réseaux, tu teasais, t'en parlais depuis. Ah, tu me suis, j'aime bien, hein, ça me plaît ça. Je te suis. Bah, parce que tu mets des images un peu. Bon. C'est plus d'un an de travail, honnêtement. Okay. Et puis, moi, j'ai pas écrit dans le livre, il y a un journaliste qui s'appelle Bertrand Richard, qui est vraiment un super journaliste, qui a remis dans le contexte la French Touch, donc encore une fois, contexte économique, social, comment elle est née, etc. Elle parle de tout ce qui se passait à l'époque en termes de technologie. Et puis, il a fallu aller faire des interviews de tous les artistes avec lesquels on a travaillé, mais aussi parler des artistes qui ont fait cette French Touch. Donc, je parle vraiment de tout le monde, tous ceux qui étaient au début, de Saint-Germain, Air, Daft Punk, Cassius, tu vois, bien sûr, Pedro Winter, qui est en interview aussi dans le livre. On donne vraiment la place à tout le monde parce que c'est une dynamique de groupe où on a perdu notre complexe par rapport aux Américains et aux Anglais qui avaient développé cette musique électronique sur des petits labels. Voilà, nous Français, on n'existait pas sur cette scène électronique. Donc on a perdu notre complexe et tout ça, on a voulu le raconter dans ce livre. On est toujours avec DJ Yellow et Bob Sinclair pour le livre Les 30 ans de leur French Touch. Pour les auditeurs du Club Radio Scoop, est-ce que vous pouvez nous donner une définition simple de la French Touch, tout simplement? J'y vais. Ouais, vas-y. La French Touch, c'est l'histoire d'un petit groupe de mecs, je te dis, qui a perdu son complexe par rapport à ses idoles et qui a décidé de créer leur petit label pour produire leur musique électronique avec leurs couleurs et surtout y associer de l'image. Parce que ce qui était très important de dire, c'est qu'on avait tous un concept. Comme il n'y avait pas d'exemple de DJ qui étaient devenus des artistes à part entière, à part nous, on idolâtrait des Américains comme Masters at Work, David Morales, Roger Sanchez, tous ceux qui ont commencé cette scène-là, tu vois, Carl Cox, Lil Louis, etc. Mais en France, tu vois, on dit non, on ne peut pas devenir artiste en étant DJ. Donc on faisait des concepts qui pouvaient être mémorisables et surtout identifiables. Donc ça, c'est vraiment image et musique, l'histoire de la French Touch. Et à ce moment-là, il y avait du doute, il y avait de l'appréhension, il y avait non, aucun doute, parce qu'en réalité, jeunesse-là qui faisait que non, on n'a pas douté. On n'a pas douté parce que. Excuse-moi de te couper, mais moi je te pose cette question parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui veulent se lancer dans la production ou DJ, on peut vite douter parce qu'il y a énormément d'offres et à vous, à votre époque. Tu peux pas comparer les deux situations. Aujourd'hui, ça peut paraître plus facile, mais il y a beaucoup plus de monde. Nous, il y avait beaucoup moins de monde, mais c'était très difficile d'émerger parce que déjà, il y avait une partie très technique. Ça aussi, c'est quelque chose que les gens oublient. Mais nous, on vient d'une période où sortir un disque, c'était compliqué. C'était tout un circuit hyper précis. Il fallait avoir son home studio. Fallait avoir nous, on a récolté de l'argent pour aller fabriquer des disques en Belgique. On empruntait la voiture de son père pour aller à Londres pour les distribuer de la main à la main parce qu'il fallait fabriquer de la matière. Aujourd'hui, tu vas sur Splice, tu fais des cubes sur ton ordinateur. Tu dis, ah, ça c'est de la musique, super. Tu le diffuses sur tes réseaux et tu attends que ça retombe. Il y a tellement de gens, c'est devenu tellement facile aujourd'hui de faire de la musique. Et surtout, ils ne le font pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que nous, c'est quelque chose qui n'existait pas. Il n'y avait pas de plan de carrière, il n'y avait même pas de business possible. Donc si tu veux, voilà, on fait ça pour le plaisir. Donc chaque disque était une récompense. Le premier argent qu'on a pris en allant à Londres, on avait récolté 20 000 francs, à l'époque c'était 3 000 € parce qu'on avait vendu tous nos disques. Il ne fallait pas y toucher. Ah oui, il fallait mettre sur un petit livret A. Mais non, quel livret A? Arrête de faire ta pince. Non, pas du tout, quel livret A? Il fallait réinvestir dans 1000 autres disques pour pouvoir les vendre, pour pouvoir avoir de la visibilité. C'était notre seule façon de communiquer. Non, mais c'est surtout que par rapport à ta question, en fait, le chemin était tellement compliqué. Et puis surtout, il n'y avait tellement pas d'exemples que tu es obligé d'être convaincu, sinon tu n'y vas pas. Non, il n'y avait pas de plan B. Tu peux pas, il n'y a pas de plan B. Bon, c'était le hobby. Tu peux pas improviser. C'était notre hobby. Moi, il n'y avait pas de plan B. Moi, je voulais... Alain travaillait déjà. Moi, je ne travaillais pas, mais je sortais d'un bac plus 2. Il n'y a pas de plan B. Moi, c'est ce que je veux faire. Et puis, on était jeunes. Moi, j'avais 22 ans, il avait 20 ans. À cet âge-là, tu calcules pas, tu y vas. Ça te plaît, tu y vas, c'est tout. Voilà, c'est... Je suis toujours avec deux passionnés, Bob Sinclair et DJ Yellow. Allez choper le livre
30 ans de French Touch. Le label Yellow Production fête ses 30 ans. Il y a un livre et il y a aussi un coffret vinyle. C'est parfait pour Noël. Hein. Bien sûr, bien sûr. Le marketing, il est parfait. Quoi. Enfin, je sais que les gens, bon, c'est vrai que les budgets sont de plus en plus réduits pour Noël, mais c'est un bel objet, un beau livre d'histoire. Ouais, c'est vrai que là, on peut le poser carrément sur une table. Ouais, ça fait chic. Voilà. Ça fait très chic, ouais. Voilà, c'est très chic. Je vais dire bobo parisien. Bon, je peux me permettre. Non, on n'est pas bobo parisien, alors pas du tout. Mais tiens, montre le coffret aussi. Parce que la musique, c'est important. Les coffrets. Bon, là, on est à la radio, mais il y a aussi le coffret. Parce que c'est 30 ans de musique. Où je fais de la musique sous différents noms. Alain fait de la musique, puis on a produit Dimitri from Paris, Kid Loco, Bang Bang, Salomé de Bahia, Tomé Joyce, puis on a collaboré avec Grégory, avec Chaz. Et tu parles de Salomé de Bahia, désolé je vous coupe, tu as fait une vidéo sur tes réseaux sociaux où tu racontes l'histoire de Salomé de Bahia. Tu as entendu une musique dans un bar, je sais plus dans quel pays, je crois que c'est à Cuba. Non, pas du tout, c'était en Corse. En Corse, pardon. À Porto Vecchio. Alain avait développé un projet chez Yellow, une fusion entre le jazz et le Brésil, tu vois, comme un pont, comme ça, parce qu'on adorait les métissages. Et à un moment, il avait fini son projet, parce que moi j'avais mes projets, lui il avait son projet, et il dit tiens, quand même, il faut essayer de trouver un single. Ouais. Donc le faiseur de single, il est là. Voilà, en tout cas, moi, j'aime bien quand la musique est partagée, qu'elle fédère. Donc j'ai eu cette idée quand j'étais en mois d'août, j'étais au Cabanon Bleu en Corse, et j'écoute l'original, qui est un morceau de Stevie Wonder, qui doit être dans l'album sûrement Songs in the Key of Life, peut-être, dans le double album. Et je dis tiens, la mélodie fait très brésilienne. Je me demande pas pourquoi j'ai eu cette lueur là comme ça. Et puis j'ai appelé l'éditeur de Stevie Wonder en rentrant début septembre. Et je vais te raconter la vraie histoire, hein, parce que j'ai pas tout raconté sur le réseau, c'était trop long. Je vais chez l'éditeur, donc BMG Stevie Wonder, et il me dit c'est incroyable. Il y a Laola Braz, qui est donc la chanteuse de Kaoma, qui vient de faire l'adaptation, c'est-à-dire qui vient de faire de la cover. Kaoma qui a fait la lambada. La lambada. Et il me dit c'est fou, elle vient de traduire le texte en portugais. Et j'ai dit putain, l'idée est énorme, ça y est, je viens de me faire griller l'idée. J'avais une idée, tant pis, elle va tomber à l'eau. Ils sortent le single au mois d'octobre ou novembre, je crois. Le morceau fait un flop total et je l'écoute par curiosité. Les chœurs sont pas respectés, la production est dégueulasse, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment une production au rabais. Et j'ai dit écoute, tu sais, le texte est là, il m'envoie le texte, mais si tu veux le faire, tu peux le faire aussi. Et on le fait, et c'est la version de Salomé qui cartonne. Incroyable. Incroyable. Et nous, on a rencontré Salomé dans un cabaret de jazz chez Félix, rue Mouffetard, dans le 5e arrondissement. Et voilà, elle a dit ouais, je viens chez vous, super, hein, super, vraiment. Elle était déjà un peu plus âgée que nous à l'époque. Elle a dit ouais, je viens avec vous, allez, on fait la fête ensemble. Les Brésiliens sont chauds. Hein. Et donc on a enregistré dans le grenier d'un pote à nous à l'époque, avec un SM57 et un 8 pistes cassette. On faisait tout à l'arrache, mais c'était bon. Et c'est le titre numéro 1 des soirées brésiliennes. Hein. Je pense que des bar mitzvahs, des mariages, toutes les fêtes. Voilà, dans les bars, les clubs. Mais oui, parce que c'est Stevie à la base, qui est notre maître à tous. Et puis c'est un joli morceau. On est toujours en compagnie de Bob Sinclair et DJ Yellow sur Radio Scoop dans le club. En parlant de radio, à cette époque-là, est-ce que les radios vous ont filé un coup de pouce en tant que label indépendant? Est-ce que vous avez une anecdote aux alentours, autour des radios? Puisque nous, on est une radio, ça nous intéresse. Si vous avez démarché des radios. La presse papier, oui. Au début du label, on a eu un support vraiment incroyable de pratiquement tous les médias. Ils nous ont vraiment supportés, ils nous ont vraiment montés jusqu'au moment où on a commencé à faire des tubes. Hein. Là, c'était fini. La presse s'est arrêtée quand... Alors, je ne vais pas faire de l'anti-français. Ok. Mais on a un problème en France avec de l'anti-parisien. Ouais, N'oublie pas que Paris n'est pas la France. C'est-à-dire qu'on est passé, et je le dis avec beaucoup de gentillesse maintenant, parce que ça s'est passé il y a 30 ans tout ça, donc c'est pas grave. Mais on est passé du petit label super cool, parce qu'on vendait pas, hein. Enfin on vendait pas. Ouais, on vendait très peu de disques. De l'image. Underground, chic, bobo, comme tu dis, voilà, cool. Jusqu'au moment où on a commencé à un tout petit peu vendre. Au moment de Love Generation. Non, mais Dimitri déjà on vendait. Non, là on te parle de 97-98. On avait cartonné avec Dimitri from Paris, Kid Loco aussi super. Et puis est arrivé en 98 le premier album de Bob Sinclair. Ok. Et là, ça a été le drame. Pour les médias. Hein, pour les médias papier. Le premier album de Bob Sinclair. Paradise. Paradise, je vais dire Champs-Élysées. Mais
Par rapport à la radio, je sais pas si on... Mais zéro. Ah, Mais les zéro, radios, hein. alors On a eu encore une zéro. fois, depuis, alors les radios ont été libres un jour. Ouais. Dans les années 80, où ils passaient, c'est là vraiment où on découvrait nous la musique Ouais. qu'on aimait, que ce soit sur Voltage à l'époque de la funk ou sur Nova avec les débuts du rap, etc. Mais les radios n'étaient pas là pour Alors, développer des petits ouais. artistes. Après, Ils n'étaient pas là pour donner un coup de pouce. Ils étaient là pour développer des projets qui étaient frissonnants mais qui allaient exploser. Après, pour leur donner une petite excuse, c'est vrai que la musique qu'on faisait à l'époque n'était pas adaptée à la radio non plus. Elle était Nous, plus ou moins, elle était Mais vous, plus vous étiez- On instrumentale. faisait des Vous morceaux envoyez- de 7-8 minutes, le plus court c'était 5 minutes, tu vois, alors qu'à la radio il faut que ça soit concis. C'était pas Des votre 2 minutes objectif 30. d'aller à la radio. Non, non, on aussi. faisait des musiques Non, pour les puis on DJ, faisait- clairement. Ouais, nous, on C'était faisait la pas musique de pour les clubs. ouais. Et du coup, ma question, c'est est-ce que le rôle des clubs dans la percée de votre label, Alors, c'est tous- les- alors, tous les DJ du monde, alors là pour le coup je vais pas exagérer, Elle est essentielle. du monde entier nous ont supporté directement, même et ça marchait comment? Vous envoyiez les prods, On on avait un certain nombre de vinyles destinés à la promo Ouais, et on ouais. faisait des envois par la poste Ok. avec aux adresses de DJ qu'on récoltait comme ça au bouche à oreille. mais ça c'était le début. Après quand on a commencé à avoir vraiment on est pratiquement devenu le fournisseur numéro 1 dans les clubs dans le monde de tubes. Pratiquement on avait au moins une sortie mensuelle qui cartonnait dans les clubs. Et du coup, on avait même pratiquement plus. Alors, on le faisait. Là, on est plus début 2000. On continuait à envoyer des promos, mais même si on n'envoyait pas, les gens ils se ruaient sur nos. Il y a eu Africanis qui a été pratiquement fournisseur de tubes pendant 3 ans d'affilée. Donc, musique de non, danse. le clubbing, les gens. clubbing, vous êtes En toujours fait, suivis. les gens nous ont toujours suivis. Et c'est important parce que c'est Bah oui. c'est la base. Bah, c'est votre ADN. Oui, Ouais. mais même, tu sais, il y a cette espèce d'underground legit qui est important où les DJ doivent jouer ton titre avant qu'ils fassent le crossover. C'est important d'avoir cette base, ce soutien des DJ. On est toujours en compagnie de Bob Sinclair et DJ Hello. Je suis très content de vous recevoir. On est toujours à la Fnac Bellecour. Vous allez signer des livres. Le livre que je présente qui est juste là. En toute sympathie, hein. En toute sympathie. Ah oui. ouais, non, Quoi, surtout pas. Non, mais vient, on aime venir au contact. On vient tu vois, comme à l'époque. en Où on sympathie. venait distribuer les disques à la main. Mais c'est pas souvent. Non, c'est pas souvent, mais c'est regarde, pas parce qu'on souvent. on va pas venir souvent Mais c'est quand quoi on n'a la rien à dire, on vient quand on a des choses à Et dire. la pression pour quand on sort un disque, Ouais. c'est pas la même chose que sortir un livre. Là, ça fait 2 semaines, un peu plus de 2 semaines qu'il est sorti. Ouais. Quels sont les Alors, non, il est sorti vendredi dernier. Vendredi, il y a oui. une Ça petite- fait même pas une Bah, semaine. au Ouais, une semaine moment pile, une semaine pile. où au moment où on enregistre, Oui, oui, il y a ça une- fait. il y a une- Ah oui, pardon. il y a une Ça fait- petite- il y a une petite pression de la peur de. Parce que tu es toujours. Alors ce serait l'inverse qui serait curieux d'ailleurs, de ne plus avoir peur de rien et de se dire que tout ce que tu fais c'est génial. Non, on a toujours une petite pression au départ, c'est normal. Mais en fait, on a été très rapidement rassurés. Par exemple, hier, on était à Paris, c'était super. Mais Lyon sera encore plus fort. Ouais, Lyon, ça sera encore mieux. J'aurai une question à la fin de l'interview sur Lyon, mais avant ça, on parle de French Touch, on parle de votre label. Aujourd'hui, en 2024, c'est quoi la relève selon DJ Hello et selon Bob Sinclair? Tu sais que. Qui faut suivre? Je sais, juste pour donner quand même un énorme crédit aux Lyonnais, c'est que tu te souviens que la première release party de label, Mais c'était à la poursuite de la 13e note. Ah ouais, c'était. Je Ah. me souviens plus de son nom d'ailleurs. Comment il s'appelait? Si. Qui Attends. habite en Afrique du Sud d'ailleurs maintenant. Non, il y avait Galliano, DJ Galliano. Oui, avec C'était Galliano. ici? C'était ici. Ouais, non, C'était une- une péniche. Une péniche. Et ouais. c'était, Ok. j'ai oublié le nom de la péniche, pardonnez-moi, mais Ok, ouais, c'était là. Et l'autre. La marquise. La marquise. La marquise, Gallo. exactement. Renaud est là pour nous le Le rappeler. directeur de l'antenne qui vient de. Mais oui, de la dire marquise. Et c'est pour ça qu'il est directeur d'antenne. Ouais. Parce Exactement. qu'il se souvient, il a la mémoire. Oui, la marquise. Et c'est la première fois où on a fait une release party. Et c'était pas à Paris. Hein. C'est vrai? Ah non, Ouais, vraiment. c'est vrai, c'est histoire vraie. C'est pas marqué dans le bouquin. Ouais, mais on peut pas tout. mettre. Ouais, là, j'ai Ah oui, franchement, non. on a Et oublié là, en des plus, choses. on On va vient de le dire, dire, on vient de faire- voilà, c'est Là, une là, on te exclue. le dit, Tu pourras parce que capitaliser là-dessus. Ça vient de nous traverser l'esprit, mais oui. La marquise. Et du coup, bon, il faut toujours suivre Yellow Production, mais la French Touch, elle est aussi ailleurs. Elle Bah, est tu sais, la aussi sur French des- Touch, avec la couleur qu'on la connaît, elle s'est arrêtée pour moi vraiment après Mojo, tu vois, après Lady, en 2001. 2001, il a clairement fermé la porte à ce son-là. Ensuite, il y a une French Touch 2.0 qui est arrivée avec, alors peut-être Africanisme, mais aussi avec le label de Pedro Winter, avec Justice, avec DJ Mehdi. Bon, il y a un super documentaire des jeunes. Il y a eu une Justice 3.0, je dirais, avec Ziavner, Kungs. Bon, j'ai pas parlé de Martin et David, hein, qui font pas une couleur à eux tout seuls, mais qui ont explosé aussi.
Mais David pourrait arriver sur une French Touch 2.0, parce qu'il est arrivé en 2003, 2004. Et puis il y a aujourd'hui une French Touch 4.0 avec les jeunes qui font de l'Afro House. Tu vois, je dirais Nicolas Sasson, je dirais Alex One, je dirais Maezik, je dirais aussi... je sais pas tous les noms. Ils font partie du label? Non, pas du tout. Ah non. Mais tu aimerais bien on fait beaucoup de production, mais sur des titres comme ça, sur africanisme. On produit aussi. Puis après, c'est toujours pareil, hein, la French Touch, si tu as la perception des Français, où nous, on va essayer de faire durer quelque chose. Et en réalité, la perception de la French Touch à l'étranger, parce que c'est là qu'il faut l'apercevoir, pour moi, c'est quelque chose qui a été court. C'est l'association du son à l'image qui ne se faisait pas à l'époque. Et c'est ça qui a créé vraiment une particularité dans le milieu de l'époque. Maintenant, on s'en sert comme une espèce de marque déposée, mais la vraie French Touch, c'est celle de la moitié des années 90. Et la scène électronique a explosé dans le monde entier. Les clubs, la scène club a explosé. Donc après, il y a eu les Suédois, il y a eu après les projecteurs se sont dirigés vers d'autres, parce que l'électro vers 2003-2004, l'électro, tu vois, explose très très fort, hein, avec les premiers maxi de Steve Angelo, tu vois, Ingrosso, Axwell, aussi Avicii, bien sûr. Tout ça, c'est 2003, 2004, 2005. Donc tu vois, on est un petit peu plus masculin. Nous, la French Touch, il y avait un son un peu plus élégant, un peu plus féminin, ouais. Un peu plus chic. Ouais, un peu plus chic, exactement. On parlait de Lyon tout à l'heure. Est-ce que vous avez un souvenir, hormis la release party, la première release party de Yellow Production ici à la Marquise? C'était dans les années 90? Alors moi, j'en ai une. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes à Lyon? Moi, je me souviens plus de l'époque, mais je me souviens d'avoir... C'était encore l'époque de Yellow. J'étais encore chez Yellow Production et j'avais accepté 2 dates en pensant que c'était dans 2 mois différents et que c'était en fait le même jour à Lyon. Et je l'ai fait qu'une fois dans ma vie, ça. Et donc j'ai fait les 2 dates. J'ai fait les 2 dates parce que ni l'un ni l'autre voulait annuler. Du coup, j'ai fait de telle heure à telle heure dans une boîte. Et ensuite, je suis passé dans la boîte d'après qui était dans la rue d'en face. Je me souviens plus les noms. Et j'avais fait... j'étais encore à Yellow, donc c'était début 2000. Ah, vache. Et ça s'est bien passé et ça s'était très très bien passé dans les 2 soirées. Et du coup, les gens, ils basculaient d'un club à l'autre. C'était assez rigolo. Les gens ouais, il y a des gens qui suivaient comme ça. C'était très rigolo. Moi, je sais que depuis toujours, vraiment depuis toujours, Scoop est la seule radio qui m'envoie des emails pour me demander des nouveautés. J'ai entendu ça, je veux ça maintenant. Et je te jure que c'est vrai. Des nouveautés dans... Des nouveautés avant que ça soit diffusé, que ça parte sur les plateformes de diffusion. C'est vrai que Bob Sinclair, la musique de Bob Sinclair, elle est plus trop en promo. Enfin, tu fais de la musique pour les Bob Sinclair, il n'était pas en 2002, en 2003, il n'y avait pas encore fait Love Generation. Ouais. Et j'ai toujours eu des demandes de nouveautés, en tout cas de mes nouveaux titres pour les tester. N'hésite pas à les envoyer pour le club, hein, tes nouveaux titres. On les joue avec plaisir dans le club, même les titres de Yellow Production. Et en parlant, vous qui vendiez des vinyles, etc., aujourd'hui, où est-ce qu'on achète les morceaux aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ne s'achètent plus les morceaux. Les gens de morceaux, ils se streament. Ils se stream ou... Ouais, mais en tant que DJ, il n'y a plus de vinyle maintenant. Bon, là, on fait un coffret exceptionnel parce qu'il y a MP3, quoi, mais c'est tout. Parce que c'est aussi des classiques, mais il y a la musique. Qu'est-ce que dirais de la techno principalement encore en vinyle? Ouais, c'est musique de niche, quoi, en gros. Ouais, on joue plus de vinyle. C'est plus dur de jouer un vinyle aujourd'hui. Le son est tellement énorme que quand on joue à travers, les CD c'est aussi fini, mais à travers une clé USB, moi ce que je joue dans les clubs, c'est des titres que je fais moi-même. Ou si j'aime le titre de quelqu'un qui est trop long, ou il manque un acapella, que je refabrique, que je recycle pour jouer dans mes sets pour qu'il soit le plus original possible. Tu vois, j'essaie d'avoir un set vraiment original, Bob Sinclair, et tiens, on n'a jamais entendu ça, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, que les gens aillent découvrir de nouveaux remixes ou de nouveaux bootlegs. C'est très important d'aller voir les DJ dans les clubs, les festivals, aller voir Bob Sinclair dès qu'il... Non, ils ont jamais, les DJ n'ont jamais été aussi puissants qu'aujourd'hui. Hein. J'ai presque envie de te corriger un petit peu.
pas aller les voir, aller les écouter. Aller les écouter. Parce que les gens passent justement par rapport à ce que disait Bravo. Chris, les gens passent plus de temps à regarder aujourd'hui qu'à écouter et à danser. C'est ce que Et en je fait, dis on se tire une balle dans le pied en faisant ça. C'est ce que je dis. On est là, mais on vit pas le moment. C'est ce que je dis d'habitude, d'aller les voir, aller les écouter. C'est pour ça que le club, on invite des DJ, des producteurs, mais des DJ résidents, des organisateurs de soirées pour aller voir, pour aller écouter les DJ, parce que les DJ de manière générale, eh ben, ils bossent les sets, ils bossent leur programmation pour pouvoir mais surtout aussi avoir des nouveautés dans n'oubliez dans pas leur qu'il set. faut faire la fête. Et faire la fête Et aussi. pas seulement faire la fête à travers vos réseaux sociaux. Je veux dire, vous construisez tous un avatar. Et c'est le week-end, c'est la soupape. Vous voulez vous faire valider votre vie par les autres, mais surtout essayer de profiter et de kiffer le moment. Tu fais un rapport à ton coup de gueule qui a fait un buzz monumental. Bah ouais, non mais tant mieux que mes coups de gueule fassent des buzz et ne réveillent pas. Cela dit, j'avais commenté ta vidéo, j'ai reçu 2000 likes sur mon commentaire parce que j'avais dit enfin un DJ qui parle vrai, et c'est vrai que tous les DJ stars voient. Non mais ce qui est assez fou, c'est qu'il n'y en a jamais un qui dit oh là là, qu'est-ce que je me suis fait chier aujourd'hui, parce que ça arrive. Hein. Parce qu'il veut pas vexer sûrement le club, il veut pas vexer le pays, il veut pas vexer. Bon, moi, je suis désolé, quand c'est mauvais, je le dis. Et c'est pas le club qui était mauvais, attention, parce que le sound system était bon, tout était réuni pour faire une belle fête ce jour-là à Mykonos, mais il se trouve que il y avait peut-être 200 ou 300 personnes sur les 2000, 2500 qui étaient là. Ouais. Tout le monde avait payé 80 € l'entrée, mais il y a ces 200 personnes qui sont devant le DJ, qui filment, mais qui vivent le moment avec les yeux à travers leur téléphone. Donc la conversation est complètement rompue. Ils ont mis un filtre. Cette conversation énergétique que je peux avoir avec ma musique et eux avec leur énergie corporelle, qui me renvoie justement cet esprit de fête et qui m'incite à vraiment jouer, raconter une histoire, jouer des nouveautés, etc. C'est fait, c'est rompu, c'est fini. Et il n'y a rien à voir. Un DJ, c'est chiant à regarder. Je suis désolé. Bah oui, il n'y a rien à voir. Vrai, et je pense que les gens, quand ils viennent voir Bob Sinclair, ils ont peur de sortir le téléphone. Mais tu crois pas si bien dire. Tu crois pas si bien dire. Il y a les gens ont énormément de respect. On était au Rex, on était au Rex la semaine dernière et on a fait une fête incroyable. Ils sortent le téléphone sur World Hold On ou sur le morceau de Grégory ou sur le morceau d'Alain. Voilà, avec beaucoup de respect, pas de téléphone. Parce qu'ils viennent écouter, ils viennent participer à une fête, donc les 30 ans du label. Et voilà, ils ont passé un super moment. Après, nous aussi, quand je dis nous, c'est pas que Chris et moi, hein, c'est tous les DJ. On en parlait cette semaine. Tu te rends compte, en fait, en regardant les vidéos des uns et des autres, tout le monde maintenant apporte sa petite particularité. L'autre qui vient avec son chapeau pointu, l'autre qui vient avec un costume de Superman. Donc forcément, les gens, ils attendent maintenant que tu fasses des sauts périeux derrière les platines. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, tu parles des artistes qui veulent... ils essaient de se faire remarquer nous, en faisant des trucs de dingue. On essaie de remettre un peu l'église au centre du village, comme on dit. Mais si aussi du côté des DJ, eux, ils alimentent ce truc... Alors je ne vais pas citer de nom, mais il y en a, ils font maintenant. Mais si, parce qu'il faut faire du show. Il faut faire des shows. Il faut faire des shows, tu vois. Une fois, tu avais mis une story où en fait le light jockey ou je ne sais pas qui dans la boîte avait mis du CO2 sur ton morceau au moment du drop, et tu regardes la caméra, tu te dis il m'a niqué mon morceau. Non, je sais pas. Bon, on parle de DJ, mais regarde, Bob Dylan vient de faire une annonce pour son live à Paris. Tout le monde sait qui c'est Bob Dylan. Il dit 0 téléphone, 0. Les sacs sont mis, les téléphones sont mis dans un sac en plastique scellé. Pas de téléphone. Donc c'est les événements sportifs, c'est tous les événements. Hein. On veut l'avoir, et je sais pas, on peut peut-être qu'ils se reprojettent la soirée sur la télé le lendemain. Il y a une marque de bière là qui lance un projet comme quoi dans les salles de spectacle, et ben ça va envoyer un message sur le téléphone pour inciter les gens à ranger le téléphone et aussi couper le signal. Ouais, mais tu sais, je pense que là maintenant on est arrivé à un stade, j'en suis persuadé que quand tu t'es réveillé ce matin, la première chose que tu as fait, c'est attraper ton téléphone. Hein. Non, j'ai attrapé mon fils. Ah, bon bah alors ça va, t'es encore à peu près... Et c'est lui qui joue avec le téléphone. Mais après, j'ai mis Choupi et tout. Non, voilà, c'est devenu, cet objet est devenu quelque chose d'obsédant pour nous. Bah oui, carrément. Et c'est là où il faut trouver le juste milieu entre l'outil, qui est un outil incroyable, parce qu'on fait des milliards de choses. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un outil qui est super. Et à un moment donné, la vraie vie. Se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire aller dans une soirée et payer un montant qui est quand même pas donné, aller voir un DJ qui coûte entre 50 et plus de 100 €, et puis pas vivre le moment. Je trouve ça absurde en fait.
On est toujours en compagnie de Bob Sinclair et DJ Yellow en objet et en outil incroyable, c'est le livre. Le livre, allez vous le procurer à la FNAC Bellecour ou dans n'importe quel point de vente, mais essentiellement à la FNAC puisqu'on enregistre cette interview chez le copain de la FNAC Bellecour à Lyon. Je suis très content de vous avoir reçu, merci d'avoir pris du temps. Et j'ai entendu qu'il y avait un docu, c'est la mode du docu en ce moment. Alors attends, voilà, non, parce qu'il y a à la suite de ça, les gens ont découvert que comme c'est pas encore une fois notre vie, notre œuvre en parlant que de nous, et qu'on parle vraiment d'un truc, vraiment une révolution sociale, tu vois, sociale et artistique. Pourquoi pas faire un documentaire sur le livre? Alors, ça nous a coûté beaucoup d'argent de faire ça, et on sera quasiment à perte, hein, mais c'est pas très grave. Encore une fois, on veut faire un bel objet. Un documentaire aussi, il faut le fabriquer, mais il va falloir aussi le diffuser. Et je pense qu'il faut même penser à la diffusion avant même la fabrication du documentaire, parce que il faut forcément au moins qu'on revienne à zéro dessus, tu vois. Parce que je me demande même si la musique électronique, c'est pas la dernière révolution réelle dans la musique. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis? En termes de musique ou en termes de show? De tout. Bah, quand même, il y a eu le rap, il y a eu la musique électronique, et depuis l'intelligence artificielle, quand même. Ouais, mais enfin, on n'est plus dans le... Là, c'est un outil, ça, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a eu depuis? Depuis, il y a le livre. Ils sont bons sur Scoop. Méga promo aujourd'hui, attention. Bob Sinclair et DJ Yellow, nos 30 ans de French Touch. Merci. Bob Sinclair, merci DJ Yellow d'avoir pris du temps. Je sais que l'emploi du temps. Non, on est venu, on adore aller au contact. Mais on est venu pour ça, on est venu pour le contact. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Radio Scoop. Vous me signez le. On va te signer ton exemplaire. J'ai acheté le livre. J'espère bien que tu l'as acheté. Je l'ai acheté. Quand on aime, on achète. Quand on aime, on achète. Voilà, moi j'ai aussi, alors pour une autre petite, j'ai acheté en même temps que ce livre, j'ai acheté le livre des Daft Punk de Disco Pogo, qui était traduit en français. Oui, exactement. Moi, je l'avais en anglais. C'est vrai. C'était We Are Robots. C'était sorti en 2022, mais qui est nettement moins chic que le nôtre. Je suis désolé. Il n'y a pas beaucoup de photos. Alors oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses à lire. J'adore. J'ai acheté. Mais quand même, il est moins chic que le tien. Ça, c'est sûr. Voilà. Tu vois, il est moins bobo. Il est moins bobo, mais il est toujours. Parce que c'est les patrons. Parce que c'est Daft Punk et voilà, et c'est eux qui ont quand même été la locomotive pendant toutes ces années. Merci DJ Yellow. Merci Bob Sinclair. Merci.